EDF, face aux coupures d'électricité, la débâcle énergétique. Martine Orange, pour Mediapart. La colère est là, l'accablement aussi. Depuis l'annonce de l'arrêt d'un certain nombre de centrales nucléaires à la suite de constats de corrosion sous contrainte, puis celle d'éventuels délestages dans les prochaines semaines, les salariés d'EDF assistent, inquiets, au délitement de leur entreprise. La catastrophe qu'ils redoutaient, qu'ils dénonçaient depuis des années, sans que les pouvoirs aient jamais voulu les entendre, est là. Comme l'ont déjà vécu, avant, les personnels de la Poste, de France Télécom, de GDF, de la SNCF, des hôpitaux, ils ont le sentiment d'être dépouillés du sens même de leur travail. Pour les électriciens, la continuité du service est au cœur de leur mission. Cette fiabilité sans faille depuis des années, c'était notre fierté, et là, on nous demande de travailler sur des scénarios en organisant des coupures d'électricité et des délestages dans tout le pays, c'est un échec total, raconte Élise, salariée du groupe. Le prénom a été changé. Des coupures d'électricité, il y en a. Mais là, ce n'est pas lié à des problèmes de réseau. C'est un problème de production, ce qu'EDF n'avait jamais connu, poursuit de son côté Julien Lambert, secrétaire général de la FNMECGT, chargé de la politique énergétique. Des problèmes qui illustrent selon lui la faillite de l'État. Ils sont nés pour l'essentiel des choix incohérents, inconséquents des directions du groupe et des politiques girouettes des gouvernements successifs. Le risque de voir une partie de la France plongée dans le noir pendant 2 heures, pendant les périodes de pointe de consommation au cœur de l'hiver, est en train de provoquer un électrochoc bien au-delà du groupe public. Alors que les gouvernements successifs se rengorgeaient de l'excellence du modèle français, l'opinion publique découvre qu'EDF est placé dans l'incapacité de remplir sa mission première, fournir de l'électricité à tout le monde à tout moment. Après l'écroulement de l'hôpital public et de la santé au moment de la crise du Covid, cette nouvelle faillite nourrit le sentiment de décrochage du pays. La condamnation de cet échec est unanime dans la classe politique. Non, ce n'est pas normal que la France en soit là, réagit Olivier Marleix, qui a fait de l'industrie et de l'énergie son cheval de bataille depuis plusieurs années. Le chef de file de Les Républicains à l'Assemblée nationale pointe la responsabilité particulière d'Emmanuel Macron dans cette faillite. On avait un service public qui était une référence mondiale, qui assurait à tous une électricité pas chère qui en exportait dans toute l'Europe. On se retrouve à devoir importer notre électricité, à être exposé à des prix astronomiques, à faire face à des risques de délestage. On passe d'un pays industriel à un pays en développement, c'est le très gros échec lié à la libéralisation du marché de l'énergie, à l'affaiblissement organisé par l'État d'EDF, accuse de son côté le sénateur communiste Fabien Gay, qui lui aussi travaille sur le dossier de l'énergie depuis plusieurs années. Philippe Brun, député PS de la NUPES et membre de la commission des finances, emploie à peu près les mêmes termes. C'est le stade final de la décomposition du service public. On a détruit une entreprise d'excellence en 15 ans. Aujourd'hui, on vit notre 1940 énergétique, dit-il. Se référant à l'étrange défaite de Marc Bloch, il pointe en particulier la responsabilité de la haute administration, baignant dans la même idéologie libérale depuis 30 ans. Je les connais bien, j'ai fait l'ENA comme eux et avec eux, dit le député de l'Eure. Une analyse que partage le physicien Yves Bréchet, ancien haut-commissaire à l'énergie atomique. Lors de son audition devant la commission d'enquête parlementaire sur la souveraineté et l'indépendance énergétique de la France le 29 novembre, il a dénoncé avec un franc-parler rare l'inculture scientifique et technique crasse de la classe politique et de la haute fonction publique. C'est dans les structures des cabinets et de la haute administration, qui sont censés analyser les dossiers pour instruire la décision publique, qu'il faut chercher les rouages de la machine infernale qui détruit mécaniquement notre souveraineté industrielle et énergétique, a-t-il insisté. Alors que le sujet des délestages s'installe sur toutes les chaînes d'information en continu, la panique gagne les cabinets ministériels. Alors que les boucliers tarifaires énergétiques doivent s'arrêter le 31 décembre, que l'inflation, notamment sur les produits alimentaires, continue de galoper, que les tensions s'accumulent sur fond de réforme des retraites, les coupures tournantes pourraient être l'étincelle qui embrase l'opinion publique. Après avoir sonné l'alarme en novembre, Emmanuel Macron tente d'indiquer la menace. Les scénarios de la peur, pas pour moi, a-t-il tonné depuis Tirana en Albanie où il était en déplacement, assurant que les délestages n'étaient qu'un scénario fictif. En juillet, le président assurait, tout comme le ministère de la Transition écologique, qu'il n'y aurait pas de coupure d'électricité, alors que déjà les alertes sonnaient de toutes parts. Le gouvernement a-t-il tardé à anticiper la situation ? Dès le printemps, les gouvernements allemands et italiens avaient commencé à bâtir des scénarios d'urgence énergétique, indiquant les priorités, les secteurs touchés par les effacements de consommation selon le niveau de tension sur les réseaux. Ces plans ont été connus, rendus publics largement à l'avance, permettant à chacun de se préparer. En France, rien de tel. En juillet, des dirigeants des entreprises de ma circonscription se sont tournés vers la préfecture pour avoir des informations, savoir comment se préparer. La préfecture a été incapable de leur donner la moindre information, raconte Philippe Brun. Sur le dossier, la gestion du dossier EDF par le pouvoir,
donne le sentiment que celui-ci, durant l'été, a été plus préoccupé par le retrait de la cote de l'entreprise publique et des jeux capitalistiques à venir que de veiller à l'approvisionnement de l'électricité dans le pays. Alors que le groupe public traverse une crise sans précédent requérant la mobilisation de toute l'entreprise, c'est le moment que le gouvernement a choisi pour provoquer un changement accéléré de pouvoir à la tête de l'entreprise. Non pas à titre de sanction pour sa gestion défaillante, mais pour préparer l'avenir de la future EDF. Bercy et l'Élysée ont donc exigé la démission anticipée. Ce mandat se termine normalement en février 2023, du président de EDF, Jean-Bernard Lévy, en juillet. Mais ils ont mis des semaines à s'entendre sur le nom de son successeur, plongeant le groupe dans une période de flou et d'incertitudes inutiles. Luc Rémont a finalement été nommé le 23 novembre. Mais entre-temps, la situation s'est considérablement dégradée. Si l'affolement a gagné le pouvoir, c'est parce que les réacteurs nucléaires qui devaient redémarrer ne sont pas repartis. Et on ne sait pas quand ils pourront redémarrer, explique un connaisseur du dossier. Le calendrier était trop serré, mais comme d'habitude, la parole technique n'a pas été entendue, dit Élise. Le pouvoir a découvert que le temps de la technique n'est pas compressible, même face aux imprécations politiques, surtout dans l'électricité. C'est une industrie lourde, très lourde, il ne suffit pas de claquer des doigts ou de donner des ordres pour que tout fonctionne, ce que beaucoup dans les allées du pouvoir semblaient ignorer. De son côté, EDF a mesuré une fois de plus la perte de ses compétences techniques, de ses savoir-faire dissipés, dispersés dans des organisations multiples, les politiques d'économie, les suppressions d'emplois exigées au nom d'une stratégie financière et actionnariale. Le constat avait déjà été fait ces dernières années après le fiasco du chantier de l'EPR de Flamanville, mais peu de choses ont changé depuis. Aujourd'hui, le groupe public cherche des soudeurs. Mesurant finalement les dangers de la situation, le gouvernement a présenté son plan d'action le 2 décembre. Dos au mur, il retrouve les mêmes méthodes et les mêmes réflexes que pendant la gestion de la pandémie. Tout est vertical, autoritaire et bureaucratique, porteur en germe des mêmes risques de dérives arbitraires, d'absurdité et de chaos. Adepte de la centralité, le gouvernement fait reposer toute la gestion de la crise sur les préfets. Ce sont eux, les arbitres, qui désigneront les clients prioritaires et les autres. Mais les préfets n'ont pas la connaissance technique pour faire ces choix, relève Fabrice Coudour, secrétaire fédéral de la FNME-CGT. Ils ne disposent plus des compétences ni en interne, la fonction territoriale a drastiquement diminué au cours de la dernière décennie, ni en externe. Auparavant, il y avait un responsable Enedis, l'ex-ERDF chargé de la distribution et de la commercialisation de l'électricité. Donc auparavant, il y avait un responsable Enedis qui centralisait toutes les informations au niveau d'un département. Il connaissait tout le territoire, les clients, les sites, les lieux prioritaires, était capable de donner toutes les informations aussi bien au préfet qu'à tous les intervenants de la chaîne énergétique. Cette chaîne a été totalement désintégrée par toutes les réformes de la libéralisation du marché de l'énergie. Aujourd'hui, il y aurait une tempête comme en 1999, on ne saurait plus y faire face, dit Philippe Brun. Selon les dispositions arrêtées par le gouvernement, chaque préfet disposera d'un volume de 38% de l'électricité consommée dans son département à répartir entre les différents sites prioritaires. Pourquoi 38%, pas 35% ou 40%, on ne sait pas d'où sort ce chiffre et comment il est justifié, explique Philippe Coudeau. Une fois de plus, l'administration succombe à l'idéologie du chiffre magique. Mais ce chiffre unique amène par là même à créer par avance de profondes distorsions territoriales. Dans les départements où sont installées d'importantes industries électro-intensives, appelées à s'effacer dès qu'il existe des tensions sur le réseau comme la Savoie, le préfet disposera d'un important volume d'électricité à allouer à des activités prioritaires. Dans ceux qui ont peu d'industrie, comme la Creuse, les 38% seront vite distribués. Après la prise en compte des besoins des services prioritaires, hôpitaux, services de santé, pompiers, gendarmerie, services de sécurité, administration et services publics essentiels, les préfets de ces départements risquent de n'avoir aucune marge de manœuvre. Ces choix, ces inégalités de traitement sur le territoire risquent très vite de faire débat, alors que le gouvernement prévient que des écoles pourront être fermées et des trains arrêtés. Comment justifierez-vous l'annulation de trains et la fermeture d'écoles pendant que les remontées mécaniques de Megève ou Courchevel continueront à fonctionner? Pourquoi ne pas arrêter au contraire l'ensemble des remontées mécaniques en cas de besoin de délestage? Si la question ne se limite pas aux stations de ski, ce que l'on débranche dit beaucoup de la société dans laquelle vous voulez que nous vivions. Définir ce qui est essentiel ou prioritaire et ce qui ne l'est pas n'est pas qu'une affaire technocratique, interpelle l'économiste Maxime Combes dans une lettre ouverte à la première ministre Elisabeth Borne. Depuis les annonces de risque de délestage, tout le monde à tous les niveaux tente de prendre la mesure de ce que cela pourrait signifier. Vivre même 2 heures sans électricité, et chacun arrive au même constat, l'électricité est un bien vital, essentiel, qui conduit toutes nos activités. Bien au-delà de la lumière, du chauffage, elle est devenue la matrice de toute l'économie. Pas de production industrielle, pas de transport dans le noir, pas de transactions commerciales, pas d'argent sans courant,
pas d'internet, d'informatique ou de stockage des données en cas de coupure, la liste est interminable. La vulnérabilité de nos économies modernes s'impose à nos yeux, l'insouciance, la prévoyance de notre organisation aussi. Lorsque la directrice générale d'Orange, Christelle Heidemann, a prévenu les sénateurs le 30 novembre qu'il serait impossible de maintenir un service mobile pour tous les Français en cas de délestage, la stupeur a été totale. Le monde politique a brutalement découvert que, par souci d'économie et parce qu'ils n'en avaient pas l'obligation, les opérateurs de téléphonie mobile n'avaient pas équipé leur antenne relais de système de secours en cas de coupure. Comme il n'y a plus de réseau de cuivre autonome de communication, comme il n'y a plus de cabine téléphonique, des personnes pourraient se retrouver coupées de tout moyen de communication, même en cas d'urgence. La polémique autour des personnes équipées d'appareils respiratoires à domicile relève du même constat. Lorsque le porte-parole d'Enedis a déclaré qu'elle n'était pas prioritaire, le tollé a été général. Au sein d'EDF, certains se demandent s'il n'a pas volontairement mis les pieds dans le plat, afin de faire prendre conscience des choix arbitraires et dangereux qui étaient en train d'être arbitrés dans les préfectures. Lorsque j'ai travaillé chez Enedis il y a 15 ans, nous avions un vieux logiciel qui nous indiquait toute la liste des patients à haut risque vital. Elle nous était transmise par les agences régionales de santé, nous savions où chacun habitait, mais je ne sais pas si le système a été maintenu, expliquait Benoît, toujours salarié d'EDF, quelques jours avant que la polémique n'éclate. Il y a désormais la réponse, ce maillage très fin des usagers qui permettait de savoir où étaient les personnes à risque n'existe plus. Le gouvernement s'est engagé à inscrire les personnes à haut risque vital comme prioritaire en cas de délestage, mais elles doivent se signaler elles-mêmes auprès des agences régionales de santé au préalable. Le cas des personnes à haut risque est emblématique de la façon dont le gouvernement est en train de bâtir une réponse au risque de délestage selon les salariés d'EDF. Brouillonne, négligeant les problèmes techniques, ignorant les difficultés des territoires et des usagers. On est en train de faire tout cela à la hâte, mais il risque d'y avoir des trous dans la raquette. Ils se disent qu'une coupure de 2 heures c'est pas dramatique, mais si, en certains cas, 2 heures ça peut être dramatique, s'emballe Fabrice Coudour. La gravité de la situation est en train d'être comprise dans toute la France, alors que l'industrie, incitée par les prix de l'énergie stratosphérique, a engagé des économies d'énergie, les foyers à leur tour commencent à réduire drastiquement leur consommation. Celle-ci a baissé de 8,3% la semaine dernière par rapport à la même période de 2021 selon le gestionnaire de réseau RTE. On n'est pas loin d'atteindre les 10% de réduction de consommation, se félicitant au gouvernement, toujours enclin à se raccrocher à un autre chiffre magique. Cela suffira-t-il à éviter les délestages comme l'espère le gouvernement ? Cela va dépendre uniquement de la météo, dit un connaisseur du dossier. Le système électrique français, en raison notamment du développement accru du chauffage électrique, est très sensible aux variations météorologiques. 1 degré de moins se traduit par une consommation de 2500 MWh en plus, soit l'équivalent de la production de 3 réacteurs nucléaires. Depuis des années, EDF se trouve dans des périodes de tension en hiver, mais pour traverser celui de 2022-2023, le groupe public n'a plus aucune marge de manœuvre. Pas seulement à cause des difficultés rencontrées dans son parc nucléaire, mais aussi par ses choix de gestion. On a arrêté et fermé des centrales de production sans pour autant s'assurer que d'autres modes de production pilotables prenaient le relais, accuse Julien Lambert. Porcheville, Le Havre, Gardanne, Vitry. À partir de 2017, les fermetures de centrales thermiques se sont enchaînées. Plus de 12 gigawattheures de production ont été supprimées et n'ont pas été remplacées. Au sein d'EDF, de nombreux cadres et ingénieurs ont dénoncé ces fermetures. Sans moyen de remplacement, celles-ci mettaient en risque la sécurité de la production et du réseau, ont-ils fait valoir. La direction leur a répondu qu'il s'agissait d'actes de bonne gestion. Ces centrales, peu utilisées et polluantes, représentaient une trop grande immobilisation de capitaux et des dépenses salariales. Quant à la sécurité de l'approvisionnement, le marché européen de l'électricité, grâce aux interconnexions, y pourvoirait. L'état des approvisionnements ce 8 décembre illustre la vulnérabilité dans laquelle se trouve le système électrique français désormais. Ce matin, la France a dû importer 13 gigawattheures pour assurer son fonctionnement, mais à un prix dépassant les 500 € le mégawattheure. Car depuis plus de 10 jours, il n'y a pas de vent en Europe de Nord. La production éolienne est au plus bas et les cours flambent. Une nouvelle vague de froid sans vent s'annonce pour la fin de la semaine et le début de la semaine prochaine. Les prix d'achat de l'électricité pour la France se négocient déjà à 900 € le mégawattheure pour le lundi 12 décembre. Ces tensions risquent de se multiplier tout au long de l'hiver et la solidarité européenne pourrait être mise à rude épreuve. En octobre, Emmanuel Macron vantait l'accord passé avec l'Allemagne. La France lui vendait du gaz. En retour, l'Allemagne exporterait vers la France son électricité. Quelques jours plus tard, le gestionnaire de réseau allemand a douché les envolées élyséennes. Sa priorité, a-t-il rappelé, était d'assurer l'approvisionnement et la sécurité du système électrique allemand. Il n'hésiterait pas, s'il le fallait, à suspendre toutes les exportations électriques, y compris vers la France. Dans la précipitation, EDF a rouvert la centrale à charbon de Saint-Avold en Moselle, fermée en mars.
Elle a différé aussi l'arrêt de la centrale à charbon du Cordemais en Loire-Atlantique, mais ce ne sont que des expédients. Si la production est insuffisante par rapport à la consommation, les délestages seront inévitables. La priorité dans la gestion d'un système électrique, c'est d'éviter qu'il s'écroule. Il faut assurer son équilibre en permanence sous peine d'un blackout, car là, les conséquences seront bien plus graves, explique ce connaisseur du monde de l'électricité. Certains évoquent les délestages sur le territoire en peau de léopard. Les zones rurales redoutent d'être les premières sacrifiées. Cela dépend de la situation de l'approvisionnement et de la consommation au moment où il faut couper, mais il y a incontestablement des territoires plus exposés que d'autres, compte tenu de leur géographie et des moyens de production installés, l'Est et le Nord par exemple, poursuit-il. Dans les entreprises, les centres commerciaux, les autres grandes structures, certains ont commencé à ressortir pour les contrôler les groupes électrogènes de dépannage. Remisés dans un coin, parfois oubliés depuis des années, ils sont loin d'être tous en état de marche. Certaines petites entreprises s'équipent aussi de matériel de secours. La Startup Nation se retrouve à guetter les bulletins météo pour savoir si elle disposera d'électricité.